Nous sommes le lundi 15 mai et vous êtes sur Radio Colavive, l'émission Toulouse au quotidien, l'émission qui donne la parole aux Toulousains et aux Toulousaines qui contribuent à notre vie quotidienne. Aujourd'hui, nous avons de la chance, mais je le dis à chaque semaine, nous avons de la chance d'avoir en face de nous un invité important, Christophe Léguevaque. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, Christophe Léguevaque, il est avocat. Eh oui, depuis 30 ans. Il est avocat depuis combien d'années ? Depuis 30 ans. Depuis 30 ans. Alors, j'ai bien compris en préparant cette émission, vous êtes à la fois avocat au barreau de Toulouse, mais aussi au barreau de Paris. On peut être à plusieurs barreaux ? C'est pas tout à fait ça. Je suis avocat au barreau de Paris et je suis associé avec un avocat toulousain, Romain Sintès, et dont nous avons créé ce qu'on appelle une ARPI, une association interbarreau, qui nous permet de travailler sur les deux villes. Mais vous êtes toulousain quand même. Toute ma vie est toulousaine. Toute la vie est toulousaine, mais pour des raisons d'entreprise, professionnelles, de métier, vous êtes plutôt... vous êtes entre les deux, entre Toulouse et Paris. Je navigue beaucoup entre les deux, maintenant de plus en plus par le train, plutôt que par l'avion. On en reparlera. Oui, il a réussi à le passer, là, au passage. Hein. Bon, Christophe Léguevaque, il est né où ? À Toulouse. Il est né à Toulouse. À Rampallo. À Rampallo, quartier qui a été compliqué à une époque. En tout cas, j'ai des très bons souvenirs d'Ampalo et j'ai gardé des contacts avec plein de gens de cette cité, puisque j'étais en fait cité d'Ast, exactement. Oui, d'accord. Donc c'était les cités qui sont... C'est les petits immeubles de 4 étages en bordure de Garonne. Ah oui. À l'époque, c'était quand j'étais tout petit, je faisais du vélo sur ce qui était un chemin, avant que ça ne devienne une 4 voies qui a été depuis baptisée avenue de Lattre de Tassigny. Voilà, bravo. Donc, il va à l'école à André Toulouse, d'Ast. à Rampallo. Oui. Et collège, lycée dans le coin ? Berthelot. Et alors, la fac, vous n'avez pas fait Assas ? Non. J'ai eu peur. Toutes mes études à Toulouse. Ah ouais, en droit aussi. En droit, jusqu'à la thèse, le doctorat. Jusqu'à la thèse de doctorat. Donc c'est pas mal, etc. Alors pourquoi on a invité Christophe Léguevaque ? On l'a invité, bien sûr qu'il est avocat, et qu'ici, nous avons des avocats, on a quasiment dans tous les couloirs. Et je pense notamment à Gérald Benarous, le patron... On le salue alors. Pardon ? On le salue. Et il m'a demandé aussi de vous saluer. C'est parfait. Donc vous vous auto-saluez. Gérald Benarous, qui était aussi avocat, je crois qu'il a pris sa retraite. Quand je dis que je crois qu'il a pris sa retraite, il est toujours très présent. La preuve, c'est qu'il était là il y a 10 minutes, en train d'organiser un peu son équipe technique, même si c'est très compliqué, avec l'équipe technique. Non, je rigole, bien sûr. Il est très présent à la radio. Et d'ailleurs, il permet à cette radio d'exister depuis de plusieurs dizaines d'années. Bien, alors Christophe Léguevaque, il est avocat, inscrit au barreau de Paris avec, je dirais, une alliance, entre guillemets, avec Toulouse, tout en étant né à Toulouse. Nous, on connaît un peu Christophe Léguevaque parce qu'on a tous vécu cet accident, entre guillemets, mortel, qui est AZF. Mmh. Il a été quand même l'avocat, je dirais, en partie des sinistrés d'AZF. De l'association des sinistrés qui était présidée par Frédéric Arroux, et aussi de la ville de Toulouse, puisque Pierre Cohen m'a demandé de représenter la ville dans le dossier devant le tribunal. Alors, 2 choses. Rappelons-nous, AZF, combien la date ? 21 septembre 2001, 10h12-13 du matin. Il y aura en tout une trentaine de décès, des milliers de blessés et des dégâts considérables qui affecteront aussi bien les biens publics que les biens privés. C'est important. Nous savons dans ce bâtiment, et nous n'oublions jamais nous-mêmes nos propres cérémonies, je dirais, de mémoire. Je fais régulièrement mémoire à Myriam, cette jolie tête blonde, qui aurait une 20aine d'années maintenant. Et puis, tous ces morts qu'on a eus avec AZF. Je pensais, en préparant cette émission, à la caserne Vion. Rappelons-nous quand même, après cet accident mortel, enfin ces accidents, nous avons défilé les Toulousains, et quand on est passé devant la caserne Vion, je pense que tout le monde s'en souvient, on les a abondamment applaudis, parce qu'on n'a pas oublié quand même que ce jour-là, où tout était désorganisé, c'était là, on se souvient de la photo de cette femme, cette femme qui était assise en sang
contre un muret avec son bébé à côté. Personne n'a oublié, et quand on est passé devant la caserne Vion, il y a eu un moment au niveau de la population toulousaine qui était très 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 nombreuse, peut-être plus nombreuse que pour le 1er mai de lundi prochain. Et c'était aussi un moment où c'était important. C'est pour ça que d'ailleurs ici je fais partie de ceux qui soutiennent l'avenir, je dirais, des bâtiments de la caserne Vion, parce que la caserne Vion, ça fait partie aussi de notre passé. Donc, AZF, vous intervenez, vous êtes rentré sur le dossier quasiment tout de suite? Pas du tout. J'étais à l'époque... Vous avez décidé de me contredire? Oui. Bien. Je dis la vérité. Donc, j'étais à l'époque à Paris. J'étais très inquiet parce que mes 2 frères travaillaient sur le site. Un à la CNPE, l'autre sur l'usine d'AZF. Et donc, heureusement pour eux, ils n'ont rien eu ce jour-là. Mais pendant 48 heures, quasiment, depuis Paris, il était impossible de joindre Toulouse. Les réseaux étaient complètement out. Et donc, l'inquiétude personnelle se rajoutait à cet événement qui marquait les esprits. En plus, il faut quand même se rappeler que c'était 10 jours après le 11 septembre. Donc, il y avait tout de suite tout un tas de rumeurs qui ont commencé à circuler pour savoir si ce n'était pas une suite ou une réplique d'un acte terroriste. On verra par la suite que des mauvais esprits vont utiliser cela pour justement créer du doute. Et puis, je suis arrivé dans le dossier simplement en 2008-2009, à la demande de Frédéric Haroux, le président de l'association des sinistrés, qui voulait en quelque sorte doper l'équipe juridique et qui m'a demandé de trouver des arguments pour que Total, qui était la société mère du groupe Grande Paroisse, puisse être poursuivie, elle aussi, et se retrouve dans le tribunal. Et ça a été un gros travail de rédaction, puisque j'ai plongé dans les 50 tomes du dossier et j'ai préparé ce qu'on appelle une citation directe qui permet de démontrer la responsabilité, selon nous, de Grande Paroisse, du directeur de l'usine, mais aussi de la société mère qui était Total à l'époque. D'accord. Bon, on va pas... Enfin, on va... Après, quelles étaient les grandes dates après de votre action sur ce dossier AZF? Alors, on a perdu, comme vous le savez, devant le tribunal de grande instance, de correctionnel, mais en appel, on a justement renversé la vapeur et on a obtenu que la Cour d'appel de Toulouse, en 2012 de mémoire, reconnaisse la responsabilité pénale de la société Grande Paroisse et du directeur de l'usine. C'était une grande victoire qui permettait de cicatriser un tout petit peu les plaies des Toulousaines et des Toulousains, et ça a permis aussi de faire avancer la vérité, même si le combat n'était pas terminé. Mais après, c'est d'autres qui ont continué le combat, notamment Stella Bisseuil, qui est une avocate que vous devez connaître à Toulouse et qui est une excellente avocate et qui connaissait le dossier parfaitement et qui s'est battue avec la rage d'un lion. D'accord. Est-ce que les familles ont été vraiment indemnisées? Même si ça paraît... c'est toujours difficile. C'est difficile de parler d'indemnisation dans une période comme celle-là. Quand vous perdez, je pense notamment à l'un des clients de Stella qui a perdu son fils unique dans cet accident industriel. Quand vous perdez votre fils, l'indemnisation, c'est pas tellement ce qui compte. Ce qui comptait beaucoup pour ce monsieur, c'était justement le combat pour la vérité et que le responsable puisse être traduit devant la justice et répondre de leurs actes. Et il y a aussi l'indemnisation des maisons, des appartements. Moi, je sais qu'à l'époque, j'avais une parente qui était allée Paul Feugat, là où il y avait le toboggan pour les anciens, ceux qui savent, etc. Et effectivement, dans cet appartement, c'était un 4 pièces, c'est toujours un 4 pièces d'ailleurs, il n'y avait plus une seule vitre debout, bien sûr, et il y avait même des flèches, des vitres dans les portes, notamment des toilettes à hauteur d'enfant. Je sais que la personne qui y était avait interdit à ses enfants, à sa fille, d'y aller, parce qu'elle avait en attendant qu'on répare la porte ou qu'on mette quelque chose, parce que c'était quand même impressionnant, même si la flèche de verre avait été enlevée, c'est de ne pas oublier. Donc, et les indemnisations donc, pour les maisons, vous parliez tout à l'heure de l'action de la ville et du maire de l'époque pour les propriétés publiques, pour les propriétés privées. On peut dire que de ce côté-là... Leur assurance se sont retournées vers... On peut dire que Total a plutôt joué dignement. C'est-à-dire l'apaisement. Ils ont considéré que c'était quand même le plus grave accident industriel survenu en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il ne fallait pas rajouter du malheur au malheur. Et ils ont laissé assez facilement l'indemnisation se faire.
Après, comme toujours, c'est une question d'appréciation. Vous avez des milliers et des milliers de dossiers. Je ne peux pas vous dire que ça a été parfait dans tous les dossiers. Il y a peut-être eu des dossiers qui ont été mal gérés, d'autres dossiers qui ont été trop bien indemnisés, mais j'ai pas. Il y avait une commission sur laquelle les avocats étaient présents. Alors c'était compliqué. Il y a eu en fait, pour essayer de gagner du temps et éviter un embouteillage judiciaire. Il y a eu des acomptes, non? Il y a eu des commissions d'indemnisation qui ont été mises en place, qui d'ailleurs était une source d'évolution du droit intéressante, qui peut inspirer. En tout cas, moi, j'essaie de m'en inspirer dans les dossiers médicaux dont on va parler tout à l'heure. J'essaie de faire en sorte que on ne perde pas de temps à savoir qui est le responsable entre les différents protagonistes et que les assureurs payent d'abord des victimes. Comme ça, au moins, elles sont réparées, elles peuvent passer à autre chose. Et ensuite, ils font leur compte d'apothicaire entre eux, entre le fabricant, le ceci, le cela. Peu importe, ça ne doit pas ralentir la marche de la justice. D'accord. Donc, en fait, principalement, on commence par des acomptes et après, on finit de régulariser la situation, peut-être au bout de 6 mois, 1 an. Dans le meilleur des cas. Pardon ? Dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas, ou plusieurs années, mais au moins, il y a un acompte. C'est l'idée. C'est nécessaire. C'est nécessaire, ne serait-ce que pour que les familles puissent au moins se payer... des fenêtres neuves. Des fenêtres neuves, des vitres, absolument, et ou de pouvoir continuer pour les entreprises qui ont été un peu démolies, que leurs salariés puissent reprendre le travail. Je rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas le « quoi qu'il en coûte » qui a permis à la régie de Colavive de ne pas travailler pendant 1 an, c'est ça, non ? Je précise auprès des auditeurs et des auditrices, Radio Colavive ne s'est pas arrêtée, a continué d'émettre avec des masques, avec des actions. Nous avons continué d'émettre parce qu'il était important d'émettre, comme nous avons continué d'émettre au moment des assassinats de Meyrat, même si nous avions renforcé la sécurité dans le bâtiment. Depuis 1942, nous savons que si nous mettons un genou à terre, c'est généralement pour apprendre à mieux viser, à vis. Nous, simplement, donc, on arrive à la fin d'AZF. Le bilan un peu de l'avocat, du Toulousain, de votre action en matière d'AZF, au-delà de la peine des familles, au-delà de la peine, de la tristesse des entreprises qui ont tout perdu, ou beaucoup, qui ont eu du mal à repartir, certaines ne sont jamais reparties d'ailleurs, dans leur activité économique, quel est un peu le bilan au-delà des évolutions de la loi sur les réglementations, sur l'indemnisation, sur les commissions d'indemnisation? C'est un bilan mitigé. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même des avancées. On a fait condamner un industriel pour un accident industriel, ce qui était presque une première. Et ça peut servir d'exemple pour toute la France et pour d'autres dossiers. Et on va en revenir sur les dossiers que je traite actuellement. Mais il a quand même fallu se battre jusqu'au bout. Il y a eu 2 cassations. Il y a eu une volonté de Total de tromper tout le monde, de mentir, d'acheter la science. Moi, je me souviens très bien d'un point très important, et je le cite souvent parce que c'est très révélateur. La thèse des experts judiciaires était de dire que l'accident a été causé par un mélange qui n'aurait pas dû se faire entre 3 produits. Je rappelle l'ammonitrate, c'est-à-dire de l'engrais, du DCCNA, c'est-à-dire du produit pour nettoyer les piscines, et de l'eau. Et Total disait c'est pas possible d'une part, et même si c'était le cas, ça n'explose pas. Et ils expliquaient qu'ils avaient fait faire des études un peu partout dans le monde pour justifier cela. Ils avaient notamment fait faire une étude au CNRS de Poitiers, et cette étude avait fait l'objet d'une convention qui contenait une clause de confidentialité. L'étude du CNRS de Poitiers démontrait que scientifiquement ce mélange était particulièrement explosif. Oui. Mais Total leur a dit taisez-vous. Vous ne devez pas partager cette connaissance scientifique que vous avez générée parce que je l'ai financée et parce que vous avez signé l'accord de confidentialité. Et pendant 5 ans, Total a menti et hontément là-dessus. Oui. Bon, c'est un groupe international, même s'il est à base française. On le voit bien d'ailleurs sur les bénéfices qu'il récupère, entre guillemets, après ces années de Covid et la guerre que nos amis européens d'Ukraine sont en train de subir. Donc, le bilan, un bilan quand même mitigé, comme vous le dites, mais ça a dû être une belle séance de formation pour Christophe Léguevaque. C'était plus qu'une séance de formation. Il y a eu quand même d'excellents avocats qui étaient présents, donc là aussi c'était enrichissant. Moi je me souviens encore de la plaidoirie de Simon Cohen lors du procès, qui était exceptionnelle. C'était du grand Simon. Et j'avais encore à l'oreille. Donc oui, de ce côté-là, c'était formateur. Mais aussi, ça a permis de travailler ensemble
Mais ça a permis aussi de mettre en évidence un problème dans ces grands dossiers, c'est qu'il y a trop souvent des rivalités entre les avocats et que ces rivalités peuvent parfois être nuisibles au bon fonctionnement du dossier. Alors, il y a des dossiers historiques où on a vu, je pensais par exemple au dossier de Barbie, on a vu que les parties civiles avaient eu l'intelligence de coopérer, de travailler ensemble. Bien, c'est un élément important. Alors là, ça c'est la partie privée. Pour la partie publique, donc le maire de l'époque vous mandate pour préserver, pas du moins pour être indemnisé. Non, parce que, je suis désolé de vous couper. Ah mais bien sûr. Parce que l'indemnisation avait déjà fait l'objet d'une transaction. Ah, Total avait déjà négocié avec la ville de Toulouse. Toutes les collectivités locales avaient été indemnisées. Et l'un des arguments... Mais au bout de combien de temps ? Très vite. Dans l'année qui a suivi, me semble-t-il, ou dans les 2 ans. Mais en tout cas, donc, quand vous dites indemniser, on rembourse les écoles, on rembourse... Oui, il y avait eu un accord, il y avait eu des expertises, et les sommes avaient été payées. La ville de donc, Toulouse... si j'ai bien compris, excusez-moi, les collectivités ont été remboursées plus vite que les individuels. Certainement. D'accord. Mais elles avaient les moyens de prouver leur préjudice plus facilement. D'accord. Ce qui était important pour Pierre Cohen... Ils avaient les moyens de montrer leur préjudice, y compris leur futur préjudice, parce qu'il y avait à la fois... Tout était compris. D'accord. Et donc, l'idée de Pierre Cohen à l'époque, c'était de dire, l'indemnisation c'est bien, mais nous, ville de Toulouse, nous devons participer à la manifestation de la vérité. Et donc, je veux que notre avocat travaille avec le procureur de la République pour justement faire constater cette vérité et tuer dans l'œuf toutes ces rumeurs absconses qui avaient circulé à l'époque, l'attentat foireux, l'usine secrète, l'hélicoptère qui aurait survolé le site. Il y a eu plein d'histoires comme ça qui ont été inventées. Et Pierre Cohen a pris en quelque sorte le lead des collectivités locales. Il a été le premier à annoncer sa constitution de partie civile et les autres ont suivi. On va, entre guillemets, clore le dossier AZF pour passer à d'autres dossiers. C'est important de cette balade d'avocats avec Christophe Léguevac. Et on va demander à notre ami Léonard Cohen de nous passer un petit coup de main, quelques vocalises. Vous êtes toujours sur Radio Colavive, toujours pour l'émission Toulouse au quotidien, toujours avec Christophe Léguevac, avocat au barreau de Paris et de Toulouse et de Paris. Nous venons d'évoquer cet accident, cette erreur industrielle avec tous les décès qu'il y a eu au moment et toutes les détériorations qu'il y a eu au moment d'AZF. Donc on va tourner la page d'AZF, même si Toulouse ne tournera jamais la page d'AZF. C'est marqué c'est marqué, ça fait partie des dates comme nous l'avons vécu avec les assassinats d'une personne que je refuse de parler. Et aujourd'hui, maintenant, on va parler d'autre chose. Alors, comme un peu, j'ai lu ça en préparant l'émission, un peu comme Gérard Bapt, le député, vous êtes un spécialiste un petit peu des jugements, entre guillemets, médicaux. Alors, on va essayer de ne pas tous les prendre les uns après les autres. On va dire qu'on a 15 minutes à peu près. Donc, quels sont les dossiers que vous avez suivis médicalement parlant ? Alors, moi, je ne suis pas médecin. J'accompagne les victimes d'accidents médicaux ou de problèmes liés à des dispositifs médicaux. Je pense qu'on peut citer 2 dossiers importants. Le premier, c'est le dossier Levothyrox. Alors, il soignait quoi ? Le Levothyrox, c'est une hormone thyroïdienne artificielle. Lorsque vous avez un problème de la thyroïde qui ne fonctionne plus, vous n'avez plus de cette hormone et votre corps s'affaiblit, vous devenez tout mou, vous perdez toute énergie et vous ne pouvez plus quasiment vivre, ça met même votre vie en danger. Et donc depuis maintenant 50 ans, on prescrit des hormones artificielles qui s'appellent, le nom scientifique c'est la lévothyroxine, et le principal, sinon l'unique fabricant pour la France, c'était le Levothyrox qui était un produit fabriqué par le fabricant allemand Merck. Bien, ça c'est le premier, je dirais, premier dossier. On a ensuite, tout récemment, un autre dossier qui concerne ce qu'on appelle les respirateurs Philips. Lorsque vous souffrez d'apnée du sommeil, les médecins, les pneumologues vous prescrivent souvent un respirateur qui va vous pulser de l'air sous pression pour vous empêcher de ronfler, d'une part, mais surtout pour vous permettre de dormir confortablement. Le problème, c'est que ce respirateur, c'est un moteur qui aspire l'air pour le transférer. Il fait du bruit. Et donc, pour essayer de couvrir le bruit, Philips avait déposé de la mousse de polyuréthane.
Ah oui. Sauf que cette mousse de polyuréthane, au bout d'un certain temps assez court, va se détériorer. Ça va avoir deux conséquences. La première conséquence, c'est que des déchets de microplastiques vont être propulsés au plus profond du poumon, et qu'en plus, il y a des vapeurs et ce qu'on appelle des COV, des composés organiques volatiles, qui vont être émis en direction de votre poumon. Or, ces COV, ou certains d'entre eux, sont cancérigènes. Donc, évidemment, ça pose un problème, puisque on a démontré, et c'est pas nous qui l'avons fait, c'est la Federal Food Administration aux États-Unis, que Philips connaissait le danger depuis 2008-2015 et qu'ils n'ont rien fait jusqu'en 2021. Donc voilà, c'est un dossier qui commence, mais qui va faire beaucoup de bruit. On va commencer par la thyroïde. Oui. Je dis la thyroïde parce que je ne suis pas un médecin et je vais laisser les spécialistes parler. Sur la thyroïde, quelles ont été les grandes dates et les grands axes de votre action ? En 2017, le fabricant Merck a décidé de changer ce qu'on appelle la formule du lévothyrox. Changement de formule, ça veut dire qu'on garde le principe actif, ce qui vous soigne. Simplement, on va changer le véhicule qui transporte le médicament. Or, ce lévothyrox, c'est ce qu'on appelle un médicament à marge thérapeutique étroite. Ça veut dire qu'il est très sensible. Un petit écart de quelques microgrammes et vous êtes malade. Or, en changeant le transporteur, on va changer le dosage et l'assimilation par le corps. Ça, Merck et la NSM le savaient, et pourtant, ils n'ont pas informé comme ils auraient dû ni les malades, ni le personnel médical. Alors, combien il y a eu de malades supplémentaires, je dirais, qui ont eu combien vous avez eu de plaignants, entre guillemets ? On va y arriver. On considère qu'il y a à peu près 2,5 millions de Français et de Françaises qui prennent tous les jours ce médicament le matin à jeun. Ah, ça veut dire que ça continue, il pourrait continuer à être malade. C'est plus compliqué. Donc, sur ces 2,6 millions, d'après les chiffres de la Sécurité sociale, il y a environ 1 million de personnes qui n'ont pas supporté le changement de formule. Ce qui est beaucoup. Sur ce 1 million de personnes, nous avons pu nous mobiliser par notre action collective plus de 4000 personnes. Et on a obtenu, devant la Cour de cassation, au bout de 50 procédures, ce qui est assez rapide, la condamnation de Merck pour défaut d'information et la condamnation à payer une indemnité. Alors, on n'est pas aux États-Unis, hélas, donc l'indemnité peut paraître très faible, 1 000 euros, mais ce qui est important, c'est que pour la première fois dans un dossier médical, la reconnaissance de la responsabilité a été faite sur le défaut d'information pour un très grand nombre de personnes. Si j'ai bien compris, pour 4000 personnes, grosso modo, ils ont tous retouché un chèque de 1 000 euros. C'est ça. Voilà, ça c'est pour simplement signaler aux cabinets médicaux de faire attention, ils peuvent avoir des pénalités. Ça c'était la première axe d'action. Il y en a eu un deuxième sur ce dossier de thyroïde ? Ça continue. Puisqu'on attaque également l'agence du médicament qui n'a pas fait son travail, oui. Et l'affaire est au pénal, et Merck et l'agence du médicament ont été mises en examen l'année dernière. Donc on espère que l'année prochaine, ça va venir dans le tribunal correctionnel pour sanctionner ce comportement extrêmement dolosif. Bien, ça on a réglé, entre guillemets, le dossier thyroïde. Bon, on va le refermer en sachant que c'est une page qui peut se tourner, mais qui peut revenir en arrière, ça, avec un petit coup de vent, et ça revient en arrière. Avec les robes des avocats, ça peut voler assez vite. Et alors le deuxième dossier, qui est tout nouveau. Il a commencé véritablement en février 2022, donc il est tout nouveau. On est au début de l'affaire et on a déjà eu une première victoire. C'est-à-dire que pour le moment, Philips nous dit « Secret des affaires, je ne veux pas vous répondre à vos questions, mesdames les associations de malades ou messieurs les malades ». Donc le juge de Nanterre, le juge des référés de Nanterre, a condamné au mois de février 2023 Philips à nous communiquer des rapports soi-disant secrets et qui vont peut-être nous permettre d'avoir la preuve que, 1, ils savaient, et que 2, ils ont dissimulé l'information au public. D'accord. Donc vous êtes en train d'étudier ces dossiers. On est en train de monter les dossiers et de se battre devant toutes les juridictions pour avoir la vérité. D'accord. Bien. Donc ça, c'est la partie médicale. On va tourner la page, je dirais. Quels sont les autres dossiers ? Parce que vous rencontrez aussi... Alors, je crois qu'avant de tourner la page... Enfin, si, on va tourner la page médicale... et on va aller sur les dossiers un peu plus quotidiens toulousains. Je crois que vous avez souhaité qu'on vous lise une page, c'est ça ? Je crois que c'est une lettre. Et la lettre, pourquoi cette lettre ? Déjà, vous allez reconnaître la voix, c'est la voix de Nougaro. Donc c'est un clin d'œil à Toulouse. Et c'est un poète qui parle à un poète
à travers l'espace, puisque le poète auquel il s'adresse, c'est Julos Bocarn, qui est un poète belge, wallon, et qui raconte une histoire terrible qui lui est arrivée en 1972 de mémoire, et qui pourtant arrive à faire le deuil de cet événement tragique. Et je trouve que c'est plein d'enseignements et plein d'espoir pour nous en ce moment qui vivons des moments tragiques. Bien, donc on va donner la parole à Claude Nougaro. Bonjour, vous êtes toujours sur Radio Colavive, toujours pour l'émission Toulouse au quotidien, toujours avec Christophe Léguevac, et on va remercier Claude Nougaro qui vient de nous... Réexpliquer, Christophe Léguevac, cette lettre. Jos Bocarn, qui est un poète et chanteur wallon, a eu le malheur de perdre sa femme en 1975, qui a été assassinée par un homme devenu fou, comme il a dit. Et malgré cela, il a réussi à passer outre et à trouver les moyens d'élever ses 2 enfants, ses 2 garçons, et il nous envoie un message d'espoir. C'est très bien. Eh bien, écoutez, merci à Christophe Léguevac d'avoir rappelé notamment cette lettre ouverte de notre poète toulousain Claude Nougaro. Merci Christophe. Christophe, bien sûr, alors on a parlé des grands dossiers, AZF, les médicaments, etc. La vie quotidienne, c'est aussi dans votre mission d'avocat toulousain. C'est quel type de dossier que vous avez, alors, sans violer, bien sûr, entre guillemets violer, sans, je dirais, ouvrir des dossiers qui sont confidentiels, mais quels sont les types de dossiers que les personnes viennent vous voir? Il y a beaucoup de dossiers. La vie quotidienne. Il y a beaucoup de dossiers, ça peut être des permis de construire, des choses comme ça, mais il y a un dossier qui me paraît intéressant parce qu'il fait le lien justement entre à la fois avec AZF et ce qu'on a appelé les actions collectives. Je ne sais pas si vous vous souvenez, plusieurs associations, des élus et puis des riverains se sont plaints de la privatisation de l'aéroport de Toulouse en 2015 par un certain Emmanuel Macron. On a fait des procédures et on avait gagné devant la Cour administrative d'appel qui avait décidé que cette privatisation reposait sur des actes illégaux. Le Conseil d'État est repassé derrière et puis il a dit non, il faut arrêter de jouer et vous allez gêner le développement de cet aéroport. Donc il a passé outre. Et ce dossier était très intéressant parce qu'il permettait de mettre en évidence à la fois les contradictions de certaines collectivités qui disent tout et leur contraire et font tout et n'importe quoi. Et surtout, ça permettait de donner la parole aux riverains qui sont souvent malades ou fatigués des survols des avions, notamment la nuit. Et ça permettait donc de faire passer ce message pour que justement on essaye de changer les choses. On ne va pas fermer l'aéroport, mais il y a des possibilités de faire des embargos de nuit comme ça se fait dans des tas de grands aéroports, notamment à Francfort. Donc Toulouse pourrait se comporter aussi bien que Francfort. D'accord, mais quand j'évoquais les dossiers quotidiens, il y a aussi des dossiers de voisinage, vous n'êtes peut-être pas le spécialiste des concubinages et des divorces, mais... Ça, j'ai un associé qui s'occupe de ça, mais, voilà. Mais c'est l'idée de notre association. Mais ça peut être très variable, ça peut être des conflits entre associés, des conflits entre commerçants, ça peut être des recouvrements, ça peut être des problèmes de droit public. On nous a consulté, par exemple, sur certains grands développements, je parle de l'aéroport, mais d'autres aménagements. Je n'ai pas voulu venir sur le dossier de la tour Moudin qui ne voit pas son nez sortir, mais ça c'est pour d'autres raisons apparemment qui sont financières. Souvent on vient me chercher parce qu'ils ont envie d'avoir quelqu'un qui n'a pas peur de se frotter à la mairie ou aux collectivités ou à l'État parce qu'il faut aller se battre. Aussi à la région, par exemple. À la région, oui. Est-ce qu'il faut faire Castres-Toulouse ? Ou est-ce que Toulouse-Castres ? Ce que je veux dire par là, je fais partie de ceux qui pensent qu'il va falloir le faire, mais de quelle manière ? Je pense que c'est dépenser beaucoup d'argent pour gagner 15 minutes et faire gagner beaucoup d'argent à des actionnaires qui n'en ont pas besoin. Mais sur la région, par exemple, je suis en opposition avec Carole Delga sur le développement de Port-la-Nouvelle, où je trouve que les mesures qui ont été prises sont complètement aberrantes et contraires à l'intérêt général, notamment parce que ça ne respecte pas les accords de Paris. Alors, on précise à la radio que ce n'est pas des agressions envers... Non, c'est le projet. Le maire, etc., la région, le conseil départemental, c'est l'institution du conseil régional, l'institution du conseil départemental, l'institution de la mairie. C'est important de le préciser parce qu'il y a des petits malins après, ou des petites malines, qui après en font des problèmes de personnes. Et nous, on a vécu ça dans cette maison et on sait trop qu'il faut faire toujours attention à ce genre de démarche. Donc, on peut critiquer une institution, je parlais tout à l'heure... Mais ça, si vous permettez, c'est pas critiquer une institution. On a un projet, on l'analyse, on a des arguments
factuels, objectifs, qui permettent de dire qu'on est pour ou contre. Et mon rôle en tant qu'avocat, c'est d'être le porte-parole de ces arguments raisonnables. Après, il peut y avoir des arrière-pensées politiques des uns et des autres, mais ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, ma mission, c'est d'être le porte-voix et de donner un sens juridique et de leur dire s'ils ont une chance faible ou pas de gagner en justice. D'accord. Ça, c'est important, c'est précisé, et c'est important. Gérald Benarous, voilà, je serais d'accord avec lui, avec Christophe Leguevac. Avant de rentrer sur d'autres dossiers, peut-être un peu plus d'actualité, plus rien à dire sur les dossiers un peu quotidiens, de la vie quotidienne, non, c'est bon ? Il y en a tellement que c'est très variable, ça dépend de ce qu'on vient de me confier. Oui. Je suis le spécialiste de votre dossier. Voilà. Ah, le spécialiste de votre dossier. Ça, c'est un slogan qu'on pourra, le spécialiste de votre dossier. On va demander à la régie de nous diffuser, c'est pas très joli, de nous diffuser la chanson de notre ami Pierre Perret, La Maison du Canal, parce que ça va nous permettre de parler du canal du Midi, du canal latéral et des futurs travaux du métro. Vous êtes toujours sur Radio Col-à-Vive, toujours pour l'émission Toulouse au quotidien, toujours avec Christophe Leguevac. Je souriais parce que nous avons fait une petite bêtisou. La bêtisou de l'émission, c'est une obligation. Nous sommes des êtres humains, contrairement à l'équipe de la régie qui sont uniquement, je dirais, des informaticiens. Christophe Leguevac, je crois aussi qu'il y a des dossiers à Toulouse qui sont en train de faire l'actualité, notamment la future l'INSEE quand même. La future l'INSEE, nous avions à votre place, il y a quelques jours, Jean-Michel Latte, le patron de Tisséo, qui nous a fait une excellente émission, d'ailleurs très pédagogique et qui a eu un gros succès d'écoute. Ça ne m'étonne pas, ça a été mon professeur de droit du travail quand j'étais étudiant à la fac, et il était déjà très pédagogique. Ah, Jean-Michel Latte a été votre prof ? Oui. Ah, bravo. Donc, si j'avais compris... je me suis fait un peu avoir. C'est-à-dire qu'après, tu as le prof, tu as l'étudiant... Le padawan. L'étudiant, et alors, bravo. Donc, ça, il a oublié de me le dire, Jean-Michel. Ça, il le savait pas. Il a eu tellement de bons étudiants. Tellement de bons étudiants. Je pensais qu'il y avait si peu de bons professeurs. Il est toujours professeur, d'ailleurs. Tant mieux. Il est toujours professeur, et il a été là, etc. Donc, on parle un petit peu du métro. Je crois savoir, d'ailleurs, que certains commerçants, certains établissements d'entreprise on vous ont un petit peu interrogé sur comment... Parce qu'il y avait ce lien avec AZF aussi. Et les actions collectives. L'idée, le principe d'une action collective, c'est justement de s'associer parce que l'union fait la force. Et de se dire que face à une grande collectivité comme Tisséo, eh bien, un commerçant seul peut ne pas se faire entendre ou peut se faire manipuler, alors que s'il y a une coalition de plusieurs dizaines ou centaines de commerçants, ils peuvent avoir plus de poids pour peser dans la négociation. Oui, c'est peut-être pas aussi simple que ça actuellement. Je veux dire, par là, on est plutôt peut-être sur une démarche de sensibilisation des sociopros, etc. Mais comment vous, un avocat, voyez, on ne va pas rentrer dans le détail, puisque je crois que vous avez simplement ouvert la première page du dossier, et il ne nous reste plus que 2 minutes. Donc, la question est comment un avocat, au-delà de l'action collective, on est avec des commerçants, des artisans qui sont très, très, très indépendants, est-ce qu'il y a... Et on l'a bien vu aussi sur le dossier d'AZF, c'est qu'au départ, c'était un dossier très individuel aussi, parce que chacun était meurtri dans sa chair, était meurtri dans son bâtiment, etc. Est-ce que l'avocat peut aussi être un conseil entre guillemets ? Il est d'abord un conseil. Un conseil, parce que c'est vrai que les 300, 400, 500 commerçants, entreprises qui vont être... Alors qu'il faut qu'il y ait du transport en commun. Il faut développer le transport en commun. Autant qu'on peut lutter sur Blagnac pour que Blagnac se ferme la nuit, autant que le métro, on en a besoin. Mais il n'est pas question de remettre en cause la ligne, même si des débats politiques ont pu avoir lieu avant. L'important, quand je parle d'action collective, c'est de comprendre qu'on fait ce qu'on appelle du singulier pluriel. C'est-à-dire qu'on s'associe pour peser, mais ensuite l'indemnisation devient individuelle et personnalisée. C'est-à-dire que l'idée, c'est que seul face à une entité comme la ville ou Tisséo, le commerçant, il n'est pas forcément entendu. C'est le principe de base du syndicalisme, mais c'est aussi le principe de base de la chambre de commerce qui est de tous ensemble, on aura plus de poids pour défendre nos intérêts communs. Et après, on verra chacun chez soi comment on détermine notre préjudice individuel.
C'est important, on va pas ouvrir, on en trouve le dossier parce que c'est pas ici notre rôle, mais c'était important de faire cette suite après l'émission de Jean-Michel Latte qui a eu un certain impact, que effectivement, parce que j'ai cru savoir que vous aviez eu des contacts, que l'on puisse aussi l'évoquer, mais il y a bientôt, bien sûr, d'autres démarches qui vont avoir lieu. Comme le disait tout à l'heure Gérald Benarous, il y a aussi des personnes qui préféreront avoir tel ou tel avocat parce que c'est leur liberté relation. De choix. Mais ce qui est important, c'est que ça s'intègre ça s'intègre dans une démarche un peu plus large, de façon à ce que les institutions en face de nous aient une bonne écoute et écoutent un petit peu, surtout les techniciens écoutent un petit peu ce qui se passe sur le terrain. On va remercier Christophe Leguevac. La question que je pose à chaque fin d'émission depuis un certain nombre d'années, quelle est la question que j'aurais pu vous poser, que je ne vous ai pas posée? La question peut-être plus personnelle. Quels sont les projets personnels, alors sans violer la vie privée justement, de Christophe Leguevac? Alors, je vais vous rassurer, j'espère rassurer certains, je ne serai pas candidat à la ville de Toulouse en 2026. Ah, c'était ça que vous vouliez dire. Vous n'êtes pas candidat à la mairie de Toulouse en 2026. C'était pas prévu. C'est un scoop. C'est un scoop. Alors, à la présidence du conseil départemental et du conseil régional non plus. Pour le moment, la vie politique ne m'indiffère pas, mais me désintéresse. Je trouve qu'ils font trop dans l'entre-soi et qu'ils ne sont pas assez dans la réalité. La chance que j'ai en tant qu'avocat, c'est que justement, je fréquente la réalité au quotidien, tous les jours. Alors, on va arrêter là-dessus, parce que Toulouse au quotidien ne peut s'arrêter que sur cette citation. Nous sommes le lundi 15 mai, nous étions avec Christophe Leguevac, qui nous a parlé d'AZF, de ses dossiers médicaux, pas les siens personnels, mais des dossiers de justice, et puis on a parlé un petit peu des futurs travaux toulousains, et puis il a fait cette citation sur la vie quotidienne. Merci Christophe Leguevac d'être venu nous voir, À bientôt. et puis à bientôt. À bientôt.